à tous. La semaine dernière est sorti l'excellent film de Christopher Nolan, Oppenheimer. Ce film est sorti le 19 juillet 2023 et son début de réflexion est sorti en 2021, mais son tournage a commencé seulement fin février 2022. Il est produit et réalisé justement par Christopher Nolan avec le gros moyen de production qui est Universal Pictures, après que Nolan ait quitté le studio américain Warner Bros. Après Tenet, qui voulait le diffuser en même temps sur HBO Max. Alors c'est une adaptation en quelque sorte du livre An American Prometheus, The Triumph and Tragedy of Julius Robert Oppenheimer par Martin Sherwin, sorti en 2005. Alors il y a 3 temps dans ce film qui apparaissent, notamment il y a l'apparition dans Los Alamos entre 1920 et 1940, mais aussi l'audition de sécurité, ce faux procès entre guillemets, en 1954, et l'audition de confirmation en 1959 de Lewis Strauss. Alors nous allons commencer à faire une analyse cinématographique, une analyse de ce film, de cet excellent film, qui est un film qui pourrait très bien être analysé dans des écoles de cinéma. Alors commençons tout d'abord. On peut voir qu'il y a une très belle qualité du montage, notamment avec la beauté des plans, notamment avec Trinity qui est très très bien fait, mais nous en reparlerons un petit peu plus tard. Mais il y a la beauté avec cet IMAX qui est filmé en 65 mm ou 70 mm. C'est très très beau à voir, et aussi notamment des visages, notamment puisque les personnes vieillissent, notamment les acteurs sont vieillis par des méthodes artisanales, puisque nous rappelons que ce film n'utilise pas de VFX, donc d'effets spéciaux. Alors on peut voir qu'il y a une très forte opposition entre le noir et la couleur. On peut voir qu'il y a donc une vision qui s'oppose entre la vision de Lewis Strauss, représentée par le noir et le blanc, et la vision de Robert Oppenheimer en couleur. Donc en fait, on peut comprendre facilement qu'à partir de ce moment-là, la vision de Robert Oppenheimer est nouvelle. C'est celle qu'on retient aujourd'hui. Alors que celle de Strauss est, elle, dans le passé, puisqu'elle reste en noir et blanc, comme si elle n'était plus actuelle, celle qu'on ne retenait plus. Il y a donc une division qui est donc là très très bien représentée, notamment entre la couleur et le noir et blanc. Donc ça représente une fission, donc une forme de division de l'atome, et c'est très très présent dans ce film. On peut voir qu'il y a un rapport à la physique dès le début, dès les premières secondes, juste après les logos des productions, puisqu'on peut voir de l'eau qui tombe. En fait, ça représente les ondulations liées à la physique, qui font référence évidemment aux ondulations de l'oscillographe que l'on voit lorsque la fission est découverte par des scientifiques étrangers. La pomme est très importante à analyser. La pomme est le symbole de la renaissance ou de la naissance, donc comme si c'était l'apparition d'un monde nouveau. Donc, par exemple, l'équilibre de la terreur, un monde fondé sur cet équilibre morbide, et c'est donc très présent. Mais ça symbolise plusieurs autres choses. En effet, ça représente la pomme, la tentation, la pomme d'Adam et Ève, une référence biblique, puisque là, il y a celle de vouloir créer la plus grosse bombe, et celle qui peut détruire le plus de choses. On peut voir qu'il y a la tentation, mais qui va se réaliser de la bombe atomique, mais par telle heure, il y a la bombe à hydrogène qui est 1000 fois plus puissante. Et ça ne reste qu'une tentation du point de vue de Robert Oppenheimer. Il y a l'immortalité, aussi le symbole de la pomme, puisque la postérité d'Oppenheimer est finalement ancrée. Il obtient une forme d'immortalité. Il y a aussi la sagesse, qui est aussi symbolisée par la pomme, puisque il y a la réflexion de Robert Oppenheimer tout au long du film. Mais c'est une référence évidemment aux mathématiques, puisqu'il y a la pomme de Newton ou encore la pomme empoisonnée qu'a mangée Alan Turing
et est mort de cette manière. Mais la pomme représente aussi le pouvoir, avec l'équilibre de la terreur ou le programme MAD, Mutual Auto Destruction, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec cette volonté. Il y a aussi la relation de pouvoir entre Oppenheimer et Strauss. Celui-ci cherche le pouvoir. Et aussi la pomme, une relation d'amour, notamment avec cette double féminité présente dans le film entre Jean Tatlock, mais aussi sa femme Kitty, Catherine Oppenheimer. Alors, on va parler de cet amour, justement. Jean Tatlock, on peut voir qu'il y a une connaissance de la nudité, puisqu'environ 66% des scènes avec Florence Pugh, l'actrice qui incarne Jean Tatlock, est représentée nue. Donc, une grande majorité de plans. Et cela s'oppose à la deuxième femme d'Oppenheimer, là c'est son épouse, c'est Kitty ou Catherine Oppenheimer. En effet, elle le connaît émotionnellement puisqu'on le voit à la fin, elle connaît tout de lui, elle connaît ses relations qu'il a eues. Il y a un refus tout au long du film de la nudité. On ne voit pas du tout Emily Blunt, cette actrice qui joue Kitty, nue. En effet, il n'y a aucune scène de nudité, même lors de la scène de rencontre, ou bien avec les enfants. Un enfant est pourtant une représentation typiquement d'un amour charnel et donc d'un désir sexuel, mais il n'est même pas représenté à l'écran. Donc il y a un refus. Le seul bébé qui est représenté à l'écran est le bébé de Oppenheimer, c'est la bombe atomique qui est enlevée à la fin du film, après l'essai Trinity, lorsque la bombe est lancée sur Nagasaki et Hiroshima. Nous parlions de la scène de rencontre. Il y a un physique dénudé qui est représenté avec Jean Tatlock lorsqu'il se rencontre au Parti communiste, mais à l'opposé, on peut voir qu'il y a aussi le rapport à la physique-chimie, puisque c'est un point de bascule, puisqu'on peut voir la main qui s'entrelace avec Kitty, puisque à un moment, ils se rencontrent et ça fait référence une fois de plus aux atomes. La main et le corps sont comme des atomes, ils s'éloignent et se rapprochent, et c'est ce point que je veux aborder, puisque Kitty se rapproche quand Jean Tatlock s'éloigne, donc on peut voir qu'il y a un mouvement comme un atome. Et donc c'est très important, on peut voir que tout au long du film, il y a une opposition. Mais on peut voir que le jeu des acteurs, avec l'énorme panel d'acteurs et d'actrices, qui n'est pas comme tous les blockbusters qui ne sont là que pour faire du remplissage et pour prouver faire des petits caméos, chacun a un rôle et chacun a une importance particulière tout au long du film. Que ce soit Rami Malek à la fin du film, Emily Blunt qui brille par sa superbe à la fin du film, ou des grands acteurs comme Cillian Murphy ou Robert Downey Jr. On peut voir qu'il y a une importance liée au langage, notamment avec Einstein qui ne parle pas très bien anglais, puisque ce n'est pas sa langue maternelle, ou lorsque ce sont des scènes en allemand, il parle en allemand, ce qui n'est pas comme le film Napoléon qui sortira en fin d'année, où un empereur français est lui interprété par un acteur britannique ou américain. Chacun brille à un moment, mais on peut voir aussi qu'il y a une opposition avec les personnages par rapport à Oppenheimer tout au long du film. La preuve la plus intéressante est évidemment Lewis Strauss qui est présenté au début comme un ami, ou alors ils sont vus ensemble, mais finalement c'est celui-ci qui trahit. Mais c'est également présent pour les autres personnes, notamment le professeur David Hill, qui est vu aussi comme un opposant à la bombe atomique et un opposant à Robert Oppenheimer, mais finalement c'est lui qui va finalement le défendre, entre guillemets, puisqu'il va aller à l'encontre de Lewis Strauss. Il y a Truman qui au début est d'accord avec la volonté d'imposer une bombe atomique, donc il a besoin de Robert Oppenheimer, mais à la fin on peut voir qu'il voit Oppenheimer comme un pleurnichard. Donc on peut voir qu'il y a toujours de la part de Nolan cette volonté d'opposer tout au long du film. L'essai Trinity est le moment clé au milieu du film qui est très important, puisqu'on peut voir que l'attente du public est la déflagration importante, une déflagration assourdissante, mais il n'en est rien. En effet, il va y avoir un silence hypnotique, hypnotisant, mais aussi intriguant.
il y a une fission entre le visuel, avec cette bulle de plasma, cette bulle de lumière importante qui scinde le film, mais en même temps, il scinde le film aussi d'un plan sonore, puisqu'on peut voir qu'il y a la raréfaction du son, on n'entend plus que le souffle, d'un point de vue de Robert Oppenheimer, mais aussi il y a la déflagration du son qui apparaît un petit peu après. Donc on peut voir qu'il y a véritablement une division de ce film à quelques moments. Et il y a le côté macabre qui apparaît juste après, avec la célébration entre célébrer quelque chose qui peut tous nous tuer. Oppenheimer en est conscient après cet essai, puisqu'il voit encore cette lumière de plasma qu'il voit à travers ses jumelles lors de cet essai Trinity, mais on peut voir cette opposition, une fois de plus, entre ce qu'il dit devant un panel de scientifiques et de personnes travaillant pour le Manhattan Project, mais parce qu'il pense véritablement. Et c'est le point le plus important qui sublime l'ensemble, c'est la musique de Ludwig Göransson qui a interprété Tenet, le dernier film de Christopher Nolan, ou la bande originale de la série Star Wars The Mandalorian. Donc on peut voir qu'elle est sublimée, cette musique, notamment dès le début avec Can You Hear the Music, pour montrer à quel point la musique est importante, pourquoi elle est omniprésente. Et ce que disait Spielberg, il le reprend, notamment avec l'utilisation des plus grands par John Williams notamment, c'est l'absence de musique est très important, le silence est très important. Et c'est pour ça que l'essai Trinity impacte véritablement le spectateur, puisqu'il n'y a quasiment aucun bruit, en tout cas aucune musique. Donc ça renforce cette importance. Et maintenant, d'un point de vue historique, ce film est très proche de la réalité d'après les historiens, même si il y a quelques résidus d'erreurs historiques, notamment nous avons vu sur les réseaux sociaux le drapeau américain à 50 étoiles, alors qu'à l'époque, en 1945, il n'y en avait que 48. Nolan ne cherche pas à se mouiller sur certains points historiques qui restent fous pour les historiens, notamment avec la mort de Jim Tatlock. On peut voir deux morts différentes assez rapidement, puisqu'on peut voir, il y a le point de vue de Oppenheimer, le suicide de Jim Tatlock dans son bain, à la suite de leur dernière discussion, ou alors il y a une main gantée qui apparaît près de 20 millième de seconde, qui fait référence notamment à la théorie de la mort de Jim Tatlock par les services de renseignement. La fin est également très importante, celle qui est la plus impactante, qui fait référence au début avec Albert Einstein. On comprend ce qu'ils se disent et ça tourne une fois de plus en ridicule Lewis Strauss, puisque comme le dit le secrétaire d'État joué par Alden Ehrenreich, c'était quelque chose de peut-être plus important que votre personne. Et en effet, c'était très important, notamment ça permet une forme de réflexion, notamment à l'heure où nous sommes dans la guerre en Ukraine, avec cette presque science-fiction, cette scène importante où on peut voir cette réaction en chaîne présente dès le début du film, avec le monde qui s'embrase ou des missiles qui s'élèvent du ciel. On peut voir que cette belle scène avec Albert Einstein nous permet de comprendre mieux le monde et les spectateurs n'en sortent pas indemnes. On peut voir le chapeau aussi qui s'enlève de la tête d'Einstein, comme pour voir que à la fin du film, le génie est découvert. Oppenheimer, lui, est découvert. Pendant ce film, nous avons compris la psychologie de Oppenheimer, puisque ce film est bien un thriller psychologique que nous pouvons interpréter et donc permet de comprendre plus facilement des choses qui sont très intéressantes et permettent de nous interpréter, de nous éclairer sur ce monde actuel. Puisque Nolan l'a très bien dit dans une de ses interviews, puisque à leur époque les gens avaient peur de la bombe atomique, mais cela redevient de plus en plus important avec l'utilisation des bombes atomiques, notamment avec la Russie, puisque d'après le calendrier d'Albert Einstein qui montre la fin du monde ou les essais atomiques, nous ne serions plus qu'à 80 secondes avant la fin du monde. En conclusion, nous pouvons dire que c'est un film avec énormément de
paroles, mais c'est donc un style très différent pour Christopher Nolan, après ses succès tels que Dunkerque, qui est un film de guerre, mais il est donc jugé un petit peu longué, avec certaines séquences qui sont un petit peu longues, notamment le début et la fin, qui peut être dérangeant pour certains spectateurs, mais en tout cas pas pour moi. Les 3 heures passent très vite. La musique est très percutante grâce à l'ingénieux Ludwig Göransson, et il y a donc cette opposition qui ressort tout au long du film. On n'en sort pas indemne, on réfléchit à notre place dans notre société et à nos propres responsabilités, notamment dans des temps où nous parlons de l'intelligence artificielle, et le monde en réalité n'est pas forcément scientifique mais politique, comme le montre et comme le comprend facilement Oppenheimer. Les acteurs en somme jouent très très bien, notamment Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon qui joue Leslie Groves, et Oppenheimer faisait partie du couple Barbenheimer avec Barbie, et c'est donc un moins bon démarrage, mais comme c'est un film qui attire moins en fonction de son public moins élargi, c'est donc un très très bon démarrage pour Christopher Nolan. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo et cette analyse. Je vous remercie.